Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une petite FAQ. L'objectif, c'est de vous apporter un maximum de valeur et répondre aux questions que vous pouvez vous poser. Donc, je suis toujours en compagnie d'Alexandra. Comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, super. T'es prêt pour les questions? Oh là là. Alors, petit disclaimer, c'est que j'ai pas lu les questions. Donc, je sais même pas ce qu'elle va me poser comme question. Ça va être terrible. Waouh, j'en tremble. Ok, c'est parti. Alors, dans les questions qui ont été retenues, la première, c'est on entend partout que passé la trentaine, le métabolisme, il ralentit. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie que c'est foutu? Ça y est, on a 30 ans, c'est terminé. Ah, t'es foutu. Ça y est, je suis foutu. Ouais, t'es Bon, je foutu. peux y aller. Non, alors, il est vrai que quand on vieillit, alors, le métabolisme va ralentir. Mais par contre, c'est pas foutu. C'est pas foutu et il n'y a rien de irrémédiable. Même à 40 ou 50 ans, c'est pas irrémédiable. Même avec la ménopause. Ok. Voilà. C'est-à-dire, comment ça, c'est pas foutu? C'est pas foutu parce que après c'est aussi des habitudes. On s'adapte. On s'adapte à ton âge. Il faut s'adapter par rapport au sport. Donc à ton âge, à tes blessures, mais aussi au niveau du métabolisme. Ça va s'adapter avec l'alimentation. En fait, un métabolisme, on peut pas dire qu'il est cassé. Le métabolisme va toujours s'adapter. Après, on peut travailler dessus de différentes manières. Mais là, on va parler spécifiquement, spécifiquement de perte de poids. Et pour perdre du poids, il y a une règle qui est une règle... tant qu'on restera sur Terre, ça sera la règle principale, il faut être en déficit calorique. Et pour être en déficit calorique, il y a deux manières. Soit on augmente la dépense calorique, soit on baisse les apports. Voilà. Ok. Donc quand tu parles de déficit calorique, est-ce que... si tu devais décrire ce que c'est à une personne qui n'y connaît absolument rien, comment est-ce que tu pourrais lui décrire ça simplement sans avoir besoin de devenir complètement fou avec les chiffres et peser tout, etc. Alors moi j'aime bien utiliser l'image, le paroxysme de l'usine. Ok. Donc on va prendre une usine. Tu lui apportes suffisamment d'énergie pour qu'elle fonctionne. Donc l'ensemble des lignes vont fonctionner. À la sortie, il n'y aura pas de déchets. Tu lui apportes trop d'énergie. Elle va pas pouvoir gérer l'ensemble de l'énergie et du coup elle va stocker. Tu lui apportes vraiment trop peu d'énergie, donc vraiment un tout petit peu, elle va utiliser cette énergie pour faire fonctionner que les lignes essentielles. Et c'est pour ça que y a beaucoup de gens qui nous disent ouais, je mange rien mais je prends du poids parce que ton corps va se mettre en défaut. Et par contre, tu apportes un petit peu moins d'énergie qu'elle a besoin, elle va pouvoir aller utiliser l'énergie qu'elle a stockée auparavant pour pouvoir fonctionner convenablement. Ok, c'est clair. Et quand tu parles de mes besoins caloriques de base, par exemple, comment est-ce que je peux savoir quels sont mes propres besoins à moi, si je me prends en tant que femme, ou quand je parle au nom des mamans, en fonction du rythme de vie, en fonction de tout ce qui se passe au quotidien? Comment est-ce qu'on peut savoir ça? Alors, il y a différents besoins. Il y a ton besoin basal. Donc, c'est ce que tu as besoin par rapport à ton âge, à ton sexe, à ton niveau d'activité. Après, il y a ton besoin aussi par rapport à ton activité au quotidien. Alors, il y a deux solutions. C'est soit tu utilises une méthode avec des calculs, soit tu vas plus au feeling où tu es moins précis. On va être d'accord. Et tu adaptes et t'observes. C'est-à-dire, par exemple, tu vas manger avec une semaine type, où là, tu vas savoir ce que tu vas manger en termes de quantité, en termes d'aliments, et tu observes. Donc, le jour 1, par exemple, lundi, tu te pèses à jeun, tu prends tes mensurations, tu fais une photo, et tu vas manger sur l'ensemble de la semaine des choses calculées. Le lundi d'après, tu refais ça et tu vois. Est-ce que tu as pris du poids? Est-ce que tu as perdu? Et après, tu adaptes. Et du coup, ça veut dire que je suis obligée de compter mes calories, ou est-ce qu'il y a une méthode, comme tu dis, plus approximative
Mais dans ces cas-là, c'est aussi le risque de pas être très... Bah, ça dépend. À un moment donné, obligé de compter ses calories, pas forcément. Mais je préconise tout simplement que si tu veux avoir des réels résultats, faut quand même savoir ce que tu manges. Oui, du coup, ça veut dire vraiment tout compter, être Non. hyper restrictif. Ça peut être compliqué pour... Je me mets à la place des mamans, par exemple, qui n'ont pas forcément le temps de tout peser leur assiette, etc., qui doivent faire à manger rapidement, donner le bain, faire dormir les enfants. Est-ce qu'il y a une méthode peut-être moins basée sur le chiffre de la balance, peut-être sur, je sais pas, un nombre de cuillères ou quelque chose Alors, comme ça? il y a une répartition de l'assiette. D'accord. Par exemple, il y a la moitié de l'assiette de légumes, il y a un quart de glucides, un quart de protéines, et après tu rajoutes des bons lipides. Il y a cette partie-là. Après, c'est aussi le but, et le plus important, c'est prendre conscience des aliments. Oui. Par exemple, qu'est-ce que le riz va t'apporter? Qu'est-ce que l'huile d'olive peut t'apporter? Et pourquoi? À quel moment? Et donc ça, c'est quelque chose où je peux apporter, et ce que j'apporte pendant l'accompagnement, par exemple. D'accord. Et là, quand tu parles de protéines, Mhm. on dit que les protéines, du coup, c'est hyper important déjà pour le métabolisme, mais aussi pour la perte de poids. Est-ce que déjà c'est vrai? Et surtout, comment je sais combien de protéines je dois avoir par jour? Bah, ça revient un peu à combien de calories tu dois manger. Donc, sans utiliser des vrais chiffres et des calculs scientifiques, c'est compliqué. Après, il y a une fourchette, on va dire entre 1,2 et 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. D'accord. Imaginons, moi, je fais 80 kilos. Si je me dis qu'il faut 2 grammes de protéines par poids de corps, ça fait 160 grammes de protéines à manger par jour. Par jour, ok. Après, pour savoir est-ce que je les ai atteints, bah soit je connais approximativement que tant de grammes de protéines, tant de grammes de poulet par exemple, ça m'apporte tant de protéines. Soit je pèse pour être vraiment sûr. Après, c'est est-ce que tu veux être précis ou c'est de l'approximatif? Et du coup, dans ton accompagnement, est-ce que tu as peut-être au début quelque chose pour apprendre justement, le poulet, ça peut vous apporter tant de protéines, c'est peut-être à favoriser par rapport à telle chose. Est-ce que tu as aussi un accompagnement qui peut être dédié aux personnes qui ne mangent pas de viande? Oui. Est-ce que tu peux avoir ces connaissances-là? Bien sûr. En fait, moi, je m'adapte vraiment à chaque personne. Donc, que tu sois vegan ou non, que tu sois végétarien ou non, je vais m'adapter à tes croyances. Si tu es musulman, par exemple, on va pas mettre de porc. C'est des choses comme ça. Après, pour la première question, est-ce que j'ai un accompagnement pour prendre conscience et reprendre conscience de ce que chaque aliment apporte? Évidemment. Évidemment que sur l'application de coaching que chaque maman a au quotidien, elle voit par exemple que 100 grammes de poulet, ça va apporter tant de protéines, tant de glucides, tant de lipides, etc. etc. Ok, super. Et si tu devais me donner à chaud comme ça les protéines que tu, selon toi, sans parler de restrictions alimentaires ou de croyances ou d'habitudes alimentaires, comme ça, selon toi, quelles sont les protéines que tu favoriserais à manger régulièrement? Est-ce qu'il y en a une en particulier ou est-ce que tu préconises la diversité? Alors la diversité, parce que chaque protéine apporte des choses différentes. Tu peux avoir du poisson, donc poisson blanc, cabillaud par exemple. Tu as le poisson gras qui va pouvoir t'apporter une bonne source de lipides en même temps, donc saumon, truite, sardines. Donc les petits poissons comme les sardines, les maquereaux, c'est très bien parce que justement tu as moins de métaux lourds. Après tu vas avoir le poulet, c'est con hein, mais c'est super bien. Tu as l'œuf qui est une très bonne protéine. Après attention aussi à la qualité des produits. Ok. Parce qu'un œuf qui est d'une poule qui a été élevée en batterie, ou une poule élevée en plein air, ou une poule élevée aux graines de lin, la qualité de l'œuf va pas être la même.
C'est un petit point, mais qui paraît évident, mais c'est important de le souligner. Tout à l'heure, tu parlais du coup d'équilibre alimentaire en prenant l'exemple de l'usine pour parler de déficit. Si demain je veux perdre du poids et que je décide de manger trop peu, je me restreins, je mange trop peu. Est-ce que on entend dire très souvent que ça bloque la perte de poids, que ça fait l'effet inverse? Est-ce que tu peux nous donner une explication? Alors, faut pas oublier que à la base, nos ancêtres, ils n'avaient pas de supermarché. Donc, il fallait aller chasser ou aller cueillir des baies pour pouvoir manger. À cette époque-là, ils mangeaient peut-être pas tous les jours, en fonction de l'affluence de la nourriture. Et donc, le corps est bien fait. Il faut pas oublier que le corps est fait pour nous faire survivre. Donc, il est là pour nous permettre de vivre. Et donc, des fois, on va se dire, ouais, il est contre nous. Non, il nous permet de survivre. Et c'est pour ça que si tu manges pas assez, il va bloquer le métabolisme, il va stocker au cas où il y a une période de famine. Et donc, imaginons que tu manges trop peu pendant X jours et que là, tu fais ton cheat meal, comme beaucoup aiment dire. Et là, il va tout stocker parce qu'au cas où que tu te retrouves à plus pouvoir avoir suffisamment à manger. D'accord, je comprends mieux. Et quand on parle de perte de poids justement, ou de perte de graisse, quelle est la différence finalement? Alors le poids, on va regarder la balance. Imaginons, tu as perdu, par exemple, moi je fais 80 kg, j'arrive à 78 kg, j'ai perdu 2 kg. Est-ce que j'ai perdu de la graisse? Est-ce que j'ai perdu de l'eau? Ou est-ce que j'ai perdu la masse musculaire? C'est ça la vraie différence. L'objectif, alors on va tous regarder la balance parce que c'est le truc quantifiable, mais l'objectif, personne ne veut perdre du muscle. Par contre, tout le monde veut perdre de la masse graisseuse. C'est ça la différence. Oui. Et justement, qu'est-ce qui joue sur cette fameuse perte de poids, perte de gras? Si je te dis sommeil, stress, hormones, émotions, pression, tout ça. Si je te parle de tout ça, qu'est-ce qui fait que ça influe ta perte de poids? Ou perte de graisse finalement? Je peux peut-être tout bien faire à côté, mais avec ces éléments-là, comment ça va impacter finalement cette perte de poids? Alors, le stress, le sommeil, justement, ça fait des réactions hormonales, comme tu as pu le dire. Il ne faut pas oublier que les hormones régissent un peu l'équilibre du corps. Le corps va toujours chercher l'homéostasie, en fait l'équilibre. D'accord. Sauf que, imaginons, tu as passé une nuit de merde. Tu es stressé, pic de cortisol, qui va bloquer d'autres hormones qui vont faire que du coup tu vas avoir plus tendance à stocker. Ok. Donc forcément, si tu es quelqu'un de stressé, tu dors pas assez, déjà d'une, tu vas pas bien récupérer, ton corps va pas pouvoir fonctionner convenablement parce que tu vas être en pic de cortisol, etc., etc. Ok. Et du coup, ton accompagnement est dédié pour les femmes, notamment les mamans. Quand on parle de perte de poids, on veut toujours tout bien faire. Si demain, une de tes élèves vient te voir et te dit « Moi, je fais tout bien, mais ça bouge pas. Je sais pas ce qui se passe, j'ai entendu parler de rétention d'eau, j'ai entendu parler de cycle hormonal, Est-ce que tu peux me donner un peu plus d'éléments? Pourquoi est-ce que sur certaines femmes, ça ne change pas? Est-ce qu'il peut y avoir des éléments à changer? Alors, tout bien, il y en a beaucoup qui pensent faire tout bien. Il y a toujours des petites choses qui paraissent pas forcément importantes. Et c'est là où le questionnement va être important. Par exemple, l'hydratation. Si tu bois suffisamment ou pas. Si tu manges assez de sel ou pas. Le sommeil ou le stress, c'est des éléments bien souvent négligés. Manger suffisamment de lipides. Parce que on entend tellement de choses qu'on a beaucoup diabolisé les bons lipides. Sauf que si tu manges pas suffisamment de bons lipides... Quand tu parles de bons lipides? Quand je parle de bons lipides, par exemple, ça va être le jaune d'œuf, ça va être l'avocat, ça va être tout ce qui est oléagineux, les huiles, ça va être le poisson gras.
Ok. Si tu en manges pas suffisamment en bonne quantité et de lipides de bonne qualité aussi, ton système hormonal, qui est d'autant plus important avec la femme, parce avec vos cycles, et en périménopause encore plus, justement, tes hormones ne vont pas pouvoir fonctionner de la bonne manière parce qu'ils vont pas avoir le bon carburant. Ok. Est-ce que du coup, en parlant de cycle chez la femme, est-ce que beaucoup de femmes aujourd'hui ne connaissent pas leur cycle, ne savent pas tellement comment ça influe leur vie, comment ça influe leur physique, leur perte de poids. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu as ces éléments que tu peux apporter? Est-ce que tu as ces connaissances que tu peux apporter justement à ces femmes? Évidemment, après, faut bien noter que chaque femme vit ses périodes de manière différente. Il y en a qui vont avoir des syndromes post-menstruels, d'autres avant, SOPK, des choses comme ça. Il y en a qui vont être très douloureuses pendant les règles, d'autres pas du tout. Ça va dépendre. D'accord. Par contre, ce qui est important, c'est que chaque femme écoute son corps, écoute ses besoins. Il y a différentes périodes dans le cycle. Donc on peut utiliser les 4 saisons, par exemple l'hiver, le printemps, l'automne et l'été, pour identifier ça. Et par rapport à ça, justement, pour aider ces femmes à mieux se connaître et mieux connaître les différentes périodes, j'ai créé tout un support justement que je mets à disposition de ces femmes-là, qui est aussi sur un School, donc c'est une application qui est disponible pour toutes les mamans et toutes les femmes qui veulent gratuitement. Ok. On vient de parler des protéines, des lipides, etc. Mais on va parler peut-être d'un sujet qui est diabolisé par toute ta communauté, et je pense toutes les personnes sur Terre qui cherchent à perdre du poids, les glucides. Aujourd'hui, les glucides, on les diabolise beaucoup, que ce soit le pain blanc, les pâtes, le riz, les pommes de terre. Aujourd'hui, concrètement, si tu peux nous répondre, qu'est-ce qu'on fait des glucides? Est-ce qu'on en mange trop, pas assez? Est-ce qu'on doit les supprimer complètement? T'en manges plus. Et voilà, merci. Non, je rigole. Les glucides, en fait, c'est ce qui va t'apporter ton énergie. Les protéines, ça va être tes briques du corps. Les lipides, on en a parlé, soutien hormonal, cardiovasculaire. Et les glucides, c'est ce qui va t'apporter ton énergie. C'est pour ça que, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, lors d'un régime, t'as voulu couper tous les glucides, parce que c'est ce que t'avais entendu. T'as dû avoir des crashs d'énergie à des moments de la journée. Oui. En fait, c'est parce que t'avais pas mangé suffisamment de glucides. Après, c'est comme tout, trop de glucides avec pas assez de lipides, etc., peut te faire monter ton insuline, faire des pics d'insuline. Et du coup, la redescente peut être mortelle. C'est pour ça que le petit déjeuner bien franchouillard qu'on apprend à nos enfants, pain, beurre, confiture, etc., pique, et puis gros crash à 10h, et tout le monde a envie de dormir en cours à 10h. C'est vrai. Donc, ce qui est important, c'est de manger la bonne quantité, au bon moment, et puis surtout avec les bons aliments à côté. Parce qu'il y a des méthodes. Par exemple, si tu apportes des lipides avec tes glucides, ta digestion va être ralentie. Donc, le sucre, parce que des glucides, c'est du sucre, vont aller moins vite dans le sang. Après, on peut aussi parler de tout ce qui est pâtes, pain. Donc, le pain blanc, par exemple, je parle pas du pain avec les anciennes levures, comme le seigle, etc. On va parler de tout ce qui est glucides à base de blé. Donc aujourd'hui, il faut savoir que le blé qu'on mange, qu'on consomme, c'est du blé qui a été modifié pour résister aux différentes intempéries. Parce que on est de plus en plus sur Terre, il faut qu'on mange de plus en plus, donc il fallait pouvoir nourrir tout le monde. Le fait est que c'est du blé où on n'a pas forcément les enzymes nécessaires pour les digérer. Et c'est pour ça qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont du mal à digérer ce qu'on appelle le gluten. Oui. Donc, c'est pour ça qu'auprès de beaucoup de femmes et de mamans que j'accompagne, on commence par retirer ou limiter tout ce qui est pâtes. Simplement que
je veux vérifier si elles sont tolérantes ou intolérantes. Parce que si tu es intolérant, tu vas avoir le bas du ventre qui va te gonfler après. Parce que c'est une inflammation des intestins. D'accord. Est-ce que ça influe aussi sur la digestion? Forcément. D'accord. Et tu parlais tout à l'heure d'équilibre au niveau de nos choix de lipides, de protéines, de glucides. Est-ce que je dois prioriser quelque chose dans mon assiette? Ou est-ce que tu as une autre manière de présenter ton assiette à tes élèves? Pour moi, tout est important. Tout est important. Forcément, tu vas pas manger la même quantité de protéines que de glucides et de lipides. Après, le schéma qu'on connaît tous, plus ou moins, un tiers, et un quart et la moitié. Donc la moitié de légumes, un quart de protéines, un quart de glucides. Et après, tu rajoutes, par exemple, une cuillère à soupe d'huile d'olive par-dessus. D'accord. Et si la personne qui a l'habitude de manger beaucoup de glucides, beaucoup de pâtes, beaucoup de pain, et elle te dit « Oui, mais j'ai peur d'avoir faim », qu'est-ce que tu lui réponds? Alors, en fait, chaque aliment a une valeur de satiété différente. Par exemple, des pommes de terre, ça va pas t'apporter énormément de glucides, énormément de calories, mais par contre, en volume alimentaire, et donc en termes de satiété, ça va pouvoir t'apporter beaucoup. Par exemple, tu vas pouvoir manger 100 grammes de pommes de terre, avoir un volume énorme en termes de valeur alimentaire, en termes de satiété, et avoir beaucoup moins de glucides que dans 100 grammes de pâtes ou 100 grammes de riz. Donc si tu manges 100 grammes de pommes de terre, généralement, tu auras moins faim et tu auras mangé moins de glucides. Ok. Et tout à l'heure, tu parlais du petit déjeuner. Petit déjeuner bien français, bien sucré. Aujourd'hui, est-ce que tu dirais à une maman de supprimer ces petits déjeuners-là, de les changer, de les adapter, sachant que le petit déjeuner, ça se partage aussi en famille, avec les enfants. Donc, comment est-ce que tu abordes le sujet petit déjeuner avec ta communauté? Alors, il faut savoir que si tu déjeunes pas le matin, parce que là on parle du petit déj, mais il y a beaucoup de personnes qui prennent pas le temps de déjeuner le matin. Oui, c'est vrai. Ou qui n'ont pas faim, tout simplement parce que se réveillent 1 heure avant et ils vont avoir faim à 10h. Bah c'est pas grave. C'est pas grave et c'est pas parce que tu déjeunes pas le matin que tu vas pas réussir à perdre du poids. D'accord. Par contre, si tu déjeunes pas le matin et que tu as faim à 10h, on va pouvoir mettre des choses en place avec des éléments à emmener, à manger à 10h, assez simple, pendant ta pause au travail. Après, il n'y a rien de défini ou d'arrêté. On va pouvoir adapter si tu as des mauvaises habitudes alimentaires. Si tu fais du pain, beurre, confiture, Nutella, là, je vais te dire, on va trouver des solutions pour que tu prennes du plaisir, mais que ce soit plus sain. On va pas parler que de perte de poids, on va parler d'un côté santé. Parce que là, tu apportes des produits transformés, avec plein de choses, d'additifs, etc. Et aussi, tu manges du sucre. Du sucre et du sucre. À un moment donné, en termes de protéines et de bons lipides dans ce petit déjeuner-là, on est vite limité. Et qu'est-ce que tu préconises si tu devais proposer un petit déjeuner sain, pas trop restrictif, on va dire, qui change complètement les habitudes alimentaires, mais un mix un peu entre les deux qui pourrait être à la fois sain et bon. Bah, tu peux faire des porridge. Ok. Tu peux faire des porridge avec de l'avoine, du lait ou du lait végétal. Tu peux manger fromage blanc avec des fruits, avec du miel, avec du beurre de cacahuète, beurre d'amande. Après, tu peux faire aussi du petit déj salé. Regarde le petit déj anglais, c'est très bien. Bacon, œuf. Bacon ? Ouais. Ok. Du bacon, œuf. Tu peux faire en mode brunch. En mode brunch, c'est-à-dire un mix salé, sucré. Salé, sucré. Ok. Et si on parle maintenant, donc la prochaine question, elle va aborder un peu plus le côté dépenses. Est-ce que la marche du quotidien, donc promener son chien, pousser la poussette, aller au travail, prendre les escaliers, est-ce que c'est vraiment si important
au quotidien? Est-ce que ça a vraiment un impact non négligeable? Alors, là, c'était une question plus pour la perte de poids, on est d'accord? Oui. Moi, je vais revenir sur un élément important, c'est la santé. Parce que c'est bien de vouloir perdre du poids et en effet, si tu as moins de masse graisseuse, forcément ton corps sera en meilleure santé. Mais avant tout, on parle vraiment de santé. Et pour être en bonne santé, faut pas être trop sédentaire. Donc, oui, c'est important. C'est important de se déplacer tout au long de la journée, faire un certain nombre de pas. C'est important de développer ce qu'on appelle vulgairement le NEAT, ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Donc, au lieu de te garer au pied de la porte du supermarché, essaye de te garer un peu plus loin pour améliorer ce NEAT, augmenter le nombre de pas dans la journée. Au lieu de prendre l'ascenseur, essaye de prendre les escaliers. Et tout ça mis bout à bout, à chaque mouvement, là par exemple, je bouge les mains, on parle, et je dépense des calories. Alors peut-être moins en effet qu'aller faire une séance de sport, mais on dépense des calories tout au long de nos mouvements et tout au long de la journée. Même endormi, on dépense des calories. Donc plus tu vas marcher, plus tu vas prendre les escaliers, ça fait du bien de s'aérer l'esprit, d'aller prendre une petite balade dehors, de pas être forcément sur les écrans ou assis. De deux, t'es moins sédentaire, donc en termes de santé, c'est intéressant. On va parler aussi de la santé du cœur, parce que le cœur c'est un muscle, donc ça se travaille. Et troisièmement, tu dépenses plus de calories. Donc ça, mis bout à bout, c'est tout plein de petites calories que tu rajoutes, que tu as dépensées tout au long de la journée. Donc tu augmentes ta dépense calorique. Et si tu as les mêmes apports, tu auras du coup dépensé plus que d'habitude. Et quand on entend beaucoup parler sur les réseaux des HIIT, des séances de sport à la mode, des circuits training, des workouts, tout ça de 15 minutes hyper intenses. Mais quelle est la différence concrètement entre ce genre de séances très rapides, très courtes, et en même temps les séances qui peuvent être beaucoup plus longues, d'1 heure, 1h30 de musculation, ou de la marche rapide sur tapis? Quelle est la différence concrètement? Qu'est-ce qui rend ces workouts rapides si tendance, on va dire? Déjà, le temps. On va pas se mentir, hein. Tout le monde essaye de gagner du temps. Malheureusement, les journées font 24 heures. Et j'essaye de trouver la solution pour les augmenter. Je me suis dit peut-être aller dans le sens inverse des horloges. Oui. Donc par exemple, tu prends un avion, tu vas à New York, tu gagnes 6 heures et tu continues comme ça. Mais sur le long terme, je suis pas sûr que ça soit viable. Je suis pas sûr. Voilà. Donc on essaye tous de trouver des solutions pour gagner du temps dans notre journée. En tant que maman, on va pas se mentir, les mamans, vous avez pas beaucoup de temps. Donc le travail, les enfants, la maison à gérer, etc. Donc trouver des solutions de 15-20 minutes pour pouvoir se dépenser. Parce que c'est vrai que vu que c'est intensif, ça nous permet de se dépenser, de se défouler. Deuxièmement, ça permet de brûler quand même pas mal de calories en peu de temps. Et ça, c'est intéressant. Avec des mouvements, par exemple, si tu le fais à la maison, avec beaucoup de mouvements au poids de corps, donc qui te permettent de travailler aussi ta mobilité. Vu que c'est intensif, on va aussi travailler ton cœur. Donc, par exemple, contrairement à la marche plus ou moins rapide, sur 1 heure ou des choses comme ça, on va pas travailler le cœur de la même manière. Et donc, ça peut être intéressant. Et qu'est-ce que tu préconises à quelqu'un qui a vraiment très peu de temps dans sa journée pour pouvoir pratiquer une activité sportive, entre du renforcement musculaire ou du cardio? Toujours dans l'objectif de changer son corps et tonifier. Un truc complémentaire. Par exemple, tu peux faire des HIIT avec du cardio et du renfo, où tu allies les deux. Ou tu peux faire une séance cardio, par exemple 15 minutes cardio le lundi, le mercredi faire du renfo et le vendredi faire du cardio. Et tu allies ça en fonction de ton emploi du temps. Et on a tous des moments plus calmes dans la semaine, peut-être le week-end, peut-être le midi, le matin ou le soir, ça dépend. Moi, j'ai une question aussi sur l'aspect investissement. Parce que c'est vrai que les HIIT et les workouts de 15 minutes, on préconise une haute intensité.
C'est vraiment y aller à fond, très peu de pauses. C'est ce que l'on voit, en tout cas, du moins sur les réseaux, par rapport à une séance d'1 heure, 1 heure et demie, où on va aller plus dans la répétition, le temps de pause, etc. Est-ce que pour une personne qui est peu sportive, qui a du mal déjà à se lancer dans une activité sportive, est-ce que selon toi, 15 minutes de sport à haute intensité correspond au profil des personnes qui débutent, ou l'approche est peut-être mieux tournée sur une demi-heure ou 1 heure plus douce, mais qui serait tout aussi efficace? Je vais réutiliser ton terme, le profil. Donc chaque personne a un caractère différent. Et du coup, par exemple, toi tu vas apprécier peut-être les hits, moi je vais peut-être plus apprécier les séances en salle de sport. Une autre personne va peut-être préférer du pilate. Tout est complémentaire, mais le plus important, c'est de prendre du plaisir. Parce que si tu prends pas de plaisir, ça va être dur. Je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont été dégoûtés par le sport pendant leur jeunesse, parce qu'on les a obligés. Parce qu'on leur a dit, le sport, faut se dépasser, faut aller fort, faut se faire du mal. Et pas forcément. Forcément, tu peux prendre du plaisir en faisant du sport. Par exemple, un truc qui est tendance, la Zumba. Oui. La Zumba, les cours de Zumba, c'est 45 minutes. Et en 45 minutes, tu fais quand même énormément d'efforts, mais tu te rends pas compte parce que tu danses et tu es en musique. C'est vrai. Donc adapter le sport en fonction de ce que l'on aime finalement. Exactement. Mais par exemple, des séances de HIIT, comme tu dis, ou de cross-training, tu peux les adapter et y aller progressivement. T'es pas obligé. Imaginons que tu n'as jamais fait de sport ou ça fait des années que tu n'as pas fait de sport. Et justement, tu as des adaptations sur chaque moment. Et on peut les retrouver aussi sur la communauté Momsi, qui est sur la communauté School. Il y a le lien dans la description, qui est gratuite, où il y aura des vidéos, des séances de sport à disposition pour se faire une idée et pour y aller progressivement. Donc par exemple, c'est des vidéos qui ont été tournées avec une maman. Et justement, il y a Ouliana par exemple, elle a une prothèse de hanche, elle me suit sur les séances et elle adapte les mouvements en fonction de sa blessure. Ok. Voilà. Ok, donc c'est vraiment accessible à tout profil. Exactement. Ok. Et il y a une question qui est revenue à plusieurs reprises de la part de jeunes mamans. Si je fais du renforcement musculaire, mais que je veux m'affiner, est-ce que je ne vais pas être trop musclée? Alors, tu vas pas aller sur la scène d'Olympia tout de suite, t'inquiète pas. Il y a du travail et il y a plein de choses, donc no stress. Hein. Et après, tout dépend du renforcement musculaire. Si tu fais du renfort musculaire à la maison, il y a encore moins de risques. Si tu vas à la salle, donc pousser des charges, là tu vas gagner de la masse musculaire, on est d'accord. Mais de là à se sentir trop musclé et aller sur une scène de faire du bodybuilding, il y a quand même de la marge et il faut être très patient et il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte. Qu'est-ce que tu préconises aux mamans qui viennent d'accoucher, qui ont dû subir peut-être une césarienne et qui du coup ont des petites fuites? Qu'est-ce que tu leur préconises pour justement éviter ça, ou peut-être même renforcer pour justement éviter... Là, il faut aller renforcer le plancher pelvien. Donc, il y a plein de techniques. Par exemple, le pilate qui est très bien. Après, il y a tout ce qui est vacuum. Faire attention et limiter les sauts dans un premier temps. Et retravailler donc, tout ce qui est gainage, plancher pelvien, à travers des exercices spécifiques. Comme quoi, par exemple? Le vacuum. Le vacuum, qu'est-ce que c'est? Le vacuum, c'est quand on expire et on rentre le ventre. D'accord. Donc là, on va venir chercher à contracter le périnée, le plancher pelvien, donc les abdos profonds également. Et donc renforcer tout ce caisson qui nous sert au niveau du tronc et qui nous permet de soutenir ce tronc. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a des exercices vraiment à éviter par contre? Les sauts. Les sauts? Par exemple, si tu as des fuites, c'est que ton périnée n'est pas assez musclé. Donc forcément, si tu vas commencer à faire tout ce qui est saut, tu risques d'avoir des fuites. Donc prendre le temps
adapter. Par exemple, les jumping jacks, au lieu de les faire à fond, bah tu vas une jambe après l'autre. Ok. On a aussi la question, est-ce qu'il faut adapter l'entraînement et peut-être même l'alimentation selon les périodes du cycle, Évidemment, avant, pendant et après les règles? évidemment. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu certains conseils? Alors, tu vas avoir des moments où tu vas avoir besoin de plus de lipides, par exemple à l'approche des règles. À l'approche des règles, si t'es douloureuse ou pendant tes règles si t'es douloureuse, faut t'écouter. C'est normal que tu sois plus fatigué, etc. Tu vas perdre du sang, donc apporter suffisamment de fer pour compléter justement cette perte de sang pendant les règles. Tu vas avoir des moments où tu vas avoir besoin d'être plus explosif, des moments où tu vas avoir besoin peut-être si tu es fatigué plutôt qu'aller faire du hit, mais peut-être faire plus du renfort tranquille à la maison. Ça dépend de, justement, il faut adapter. Qu'est-ce que tu préconises pour manger du fer, on va dire, quand tu dis ça? Le fer, bah, tu vas le retrouver dans la viande rouge par exemple, Ok. dans la betterave. Après tu as tout ce qui est complément aussi alimentaire. Ok, donc tu préconises aussi peut-être la prise de compléments alimentaires? En effet. Ok. En effet, tout simplement que en France, on va dire que la majorité des gens, on est tous carencés en magnésium, en zinc et en vitamine D. Des éléments quand même assez importants. Et donc, je conseille, d'un point de vue santé, de se complémenter sur ces points-là. Ok. Très bien. Tout à l'heure, on parlait d'alimentation. Il y a une jeune fille qui demande donc, pourquoi j'ai des envies de sucre fou à certains moments du mois. Est-ce que c'est juste dans sa tête ou est-ce qu'il y a vraiment une explication derrière ces envies de sucrer? Bah, le côté hormonal. On va lui demander, mais est-ce que c'est une période précise du cycle? Je pense qu'on aura la réponse et que ça sera surtout sûrement au niveau des règles. Tu penses que ça peut être... ça joue forcément en fonction du cycle? Exactement. Tout à l'heure, on parlait de la trentaine, que c'était rédhibitoire et que passer 30 ans, c'était terminé. Non, je rigole. Et si par contre, je te parle là de préménopause et de ménopause, donc c'est vraiment un âge un peu plus avancé, est-ce que ça change quelque chose dans la manière que l'on a de s'entraîner par rapport à notre activité physique, au changement du corps, à l'alimentation aussi? Alors, ça va dépendre, encore une fois. En effet, on peut constater que à l'approche de la ménopause, en périménopause, en préménopause par exemple, on va avoir tendance à plus stocker. Ok. Et c'est normal. C'est un ralentissement du corps. Et c'est physiologique. Et donc là, justement, vu qu'on c'est les hormones qui ralentissent, il va être intéressant de leur apporter suffisamment d'énergie, donc de bons lipides, pour justement essayer de faire fonctionner le corps correctement. Ok. Est-ce qu'il y a des conseils ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais donner à une personne qui aujourd'hui rentre en préménopause et qui s'inquiète un petit peu de sa perte de poids? Des conseils, écoute-toi, écoute ton corps, parce que personne de mieux que toi va savoir comment tu te sens. Après, justement, manger suffisamment de bons lipides pour soutenir ton système hormonal qui ralentit. Ok. La question suivante, elle est plutôt sur une différence. Est-ce que tu vas pouvoir nous expliquer d'un point de vue physiologique, comment est-ce que tu expliques la différence entre une perte de poids rapide et une perte de poids durable? La perte de poids rapide, c'est que tu vas avoir un déficit calorique très violent. Et justement, il y a beaucoup de gens qui vont rentrer là-dedans. Donc et dans beaucoup de régimes, c'est ça. Tu vas perdre beaucoup de poids rapidement. Mais dès que tu vas reprendre à manger normalement, tu vas reprendre autant, voire plus.
Ce qui est intéressant, c'est privilégier une perte de poids durable pour éviter justement l'effet yo-yo que je pense que toutes les personnes qui ont fait des régimes ou la majorité connaissent. Donc, plutôt qu'être violent dans le déficit calorique, on va chercher à y aller en douceur. Donc, plutôt avoir un déficit calorique de 200 à 300 calories. D'une, c'est plus tenable parce que tu auras moins faim. Donc, tu auras forcément moins d'envie bizarre. De craquer, Voilà. par exemple. Moins de frustration. Et c'est beaucoup plus durable parce qu'on va y aller progressivement. Le métabolisme, il s'adapte. Donc, au bout d'une semaine, 15 jours, on va redescendre parce qu'il va s'adapter. Si tu descends tout de suite de 1000 ou 500 calories, tu auras beaucoup moins de marge de manœuvre. Et comment tu abordes le sujet avec une femme qui vient te voir et qui a déjà soi-disant tout tenté et qui veut une perte de poids visible rapidement parce qu'elle sait que si c'est pas visible rapidement, elle va lâcher. Elle va pas réussir à durer sur le long terme, ça va être difficile. Comment est-ce que tu peux justement lui conseiller de cette perte de poids durable, donc petit à petit, lui assurer des résultats, mais surtout être présente à ses côtés pour pas qu'elle lâche. Qu'est-ce que tu préconises? Comment est-ce que tu abordes ce sujet? En fait, il faut célébrer chaque petite victoire. Parce que perdre 500 grammes ou 1 kilo au bout de 10 jours, c'est des sacrées belles victoires, non, déjà? Oui, c'est vrai. Et justement, sur ça, comment est-ce que tu célèbres ça? Est-ce que c'est au quotidien? Est-ce qu'elle t'envoie des messages en disant « j'ai perdu 500 grammes » Est-ce qu'elle a aussi ses craquages? Est-ce qu'elle t'envoie écoute, j'y arrive pas, j'ai craqué sur ça, ça va tout ruiner. Comment est-ce que tu abordes cet accompagnement? Dans l'accompagnement, déjà, je suis disponible 6 jours sur 7. Ok. Donc, pour répondre à toutes les questions. Mais encore plus important, c'est que chaque semaine, on fait un bilan. D'accord. On fait un bilan et on voit comment s'est passée la semaine. D'une manière globale. Donc, pas que sur le plan sportif, pas que sur le plan de la nutrition, mais aussi sur le plan du sommeil, du stress, etc. Je leur demande si ils ont réussi à suivre le plan, et s'ils n'ont pas réussi à suivre, qu'est-ce qui a été fait, quel craquage a eu lieu, qu'est-ce qui a été mangé qui n'était pas prévu, ou quelle séance de sport n'a pas été faite, et pourquoi. Pas pour punir, mais pour comprendre. Pour comprendre la raison, et justement y remédier. Ok. Donc t'es pas avec une cravache au moindre craquage? Non. Ok. Non, tout ce qui est sadomaso, c'est pas ici. Donc tu me disais, pour l'accompagnement, tu as au quotidien, 6 jours sur 7, la disponibilité pour pouvoir les accompagner. Mais si aujourd'hui, tu devais me conseiller, par exemple moi, de manière intelligente pour suivre ma perte de poids, vraiment pour voir mes progrès, qu'est-ce que tu me conseilles? Est-ce que je dois me prendre en photo? Est-ce que je dois prendre mes mensurations? Qu'est-ce qui est le mieux finalement pour avoir cet impact de « waouh, ok, là je vois la différence, je continue ». Alors pour moi, ce qui est intéressant, c'est les 3 points. Photo, mensuration, poids. Parce que le poids peut ne pas forcément bouger, mais par exemple tu peux perdre autour de hanches. Ou ton physique peut être complètement changé. Donc les 3 sont intéressants. Après, il y a un autre point, c'est aussi comment tu te sens. Est-ce que tu as plus d'énergie? Est-ce que c'est plus facile de te mouvoir dans l'espace? Est-ce que tu es moins essoufflé à monter les escaliers? Etc. etc. Ok. Et pour quelqu'un qui veut perdre du poids rapidement, est-ce que cette personne aura, je pense, tendance à vouloir le faire quotidiennement? À quelle fréquence tu lui conseilles plutôt de faire ces petits points, ces petits bilans, que ce soit en termes de photos, de mensuration, plutôt que peut-être que tu vas dire au quotidien, mais quelles sont les fréquences? Non, faut pas rentrer là-dedans parce qu'on peut rentrer dans une psychose, justement. Et là, ça fera l'effet inverse. Moi, je conseille toutes les semaines ou toutes les 15 jours. Déjà, c'est pas mal. Ok. Après, on parle toujours auprès de femmes et de mamans. Donc, il faut prendre en compte que, en fonction de la période du cycle, tu vas peut-être être plus gonflé, tu vas peut-être stocker plus d'eau. Et du coup, ça peut avoir des variations aussi. Donc, il faut en avoir conscience. Ok. Il y avait aussi un élément, je pense, qui peut être important, c'est comment on se sent dans ses vêtements.
J'imagine que quand on rentre dans son pantalon, qu'on est moins serré, ça doit être... Je dis ça comme si j'étais pas au courant. Je sais très bien qu'on est très content quand on perd. Voilà, c'est ça. En effet, c'est un élément très important. Je pense que, moins chez les hommes, mais chez les femmes, vous avez toutes un jean test ou un jean ou une robe au fond du placard que tu aimerais tellement mettre, mais tu rentres pas dedans. Et bah ça, c'est un très bel objectif. Le fameux pantalon des filles. Exactement. Et donc justement, ça peut être quelque chose aussi. Pareil, peut-être pas toutes les semaines parce que justement, c'est peut-être beaucoup, mais tous les mois, par exemple, ou juste parce que je sais, par exemple, qu'on se rend pas forcément compte quand on perd du poids. Juste aller faire les magasins. Alors, je dis pas dépenser de l'argent, hein. Juste aller faire des essayages. Et là, tu vas te rendre compte que tu as perdu une taille en faisant des essayages. Parce que tu vas aller prendre, par exemple, du 44. Et au final, tu te dis, le 44, il est trop grand. Et là, tu te dis, j'ai perdu une taille. Et ça peut être un bon point et ça peut être d'autant plus motivant. Tu proposes un service accompagnement shopping ? Ah non. non, là-dessus. Tu portes pas les sacs ? Mais c'est pas si complet. Non, je rigole. Et par exemple, pour une personne qui a perdu du poids, qui a vraiment fait des photos, les mensurations, elle le voit, et à un moment donné, gros calme plat, elle stagne. Vraiment, c'est le palier où là, on ne sait plus quoi faire. Et qu'est-ce qu'elle doit faire ? Sa question, concrètement, c'est est-ce que je dois baisser mes calories ? Est-ce que je dois bouger plus ? Ou est-ce que je dois juste être patiente ? C'est compliqué. C'est compliqué de répondre comme ça parce que faut voir le contexte au global. Je peux pas te donner une réponse précise avec le si peu d'informations qu'elle a pu me donner. Je vais faire le suisse, mais je sais pas. Là aujourd'hui, je sais pas. Ça dépend. Ça dépend ce qu'elle fait, ce qu'elle a mis en place. Parce que, imaginons, on est dans le contexte où elle mange trop peu. Je vais pas lui dire mange moins. Oui. Elle est déjà en dessous. Donc pour quelqu'un qui, par exemple, je reprends ton exemple, qui mange trop peu, qui au final se retrouve à stagner, puisque le corps se met tu disais en survie, c'est ça ? En survie et en défaut. Qu'est-ce que tu préconises du coup ? Une personne qui mange trop peu, tu lui demandes de manger plus au risque de reprendre du poids ? Alors, sur le moyen long terme, elle va pas reprendre du poids. D'accord. D'ailleurs, il faudra voir quand on dit manger trop peu, qu'est-ce qu'elle mange exactement ? Parce que manger trop peu, ça va aussi des gens qui vont diaboliser les lipides. Donc on va reprendre les lipides qu'on a déjà pas mal parlé, mais manger justement plus de bons lipides va permettre de relancer ton métabolisme. Ok. Et si je prends le côté très diabolique de la chose, si on parle de cheat meal, je change un peu de sujet, mais j'ai des copains qui m'invitent à aller manger McDo. Parce qu'on a une soirée, on va au ciné, on mange ensuite des pop-corn et des M&M's devant le ciné. Et le dimanche, grosse baisse de morale parce que je me suis dit, j'ai tout foiré, ça va pas le faire, ça y est, j'ai niqué ma perte de poids. Qu'est-ce que tu leur dis ? Alors déjà, j'aime pas ce terme, cheat meal. Ok. Parce que vulgairement, c'est repas de merde. Je suis pas très bon en anglais, mais je crois que ça veut dire ça. Donc, c'est repas de la tâche. Ouais. Donc, moi, je vais plutôt dire repas plaisir. Ok. Déjà, mentalement, c'est pas la même chose. Tu approches pas le repas de la même manière. Et il est important de se faire plaisir dans la vie. De manière raisonnable, il est important. Donc, déjà, c'est un premier point. Deuxième point, pas de culpabilité. Il faut se faire plaisir. De manière raisonnable. Tout simplement, qu'on va prendre un truc assez visuel. Si tu es en déficit calorique de 300 calories par jour, et que le samedi soir, tu vas manger raclette, et après tu vas au ciné, etc. Ou tu vas en boîte, tu picoles, etc. Alors là, l'alcool, c'est le pire. Mais là, du coup, les 300 calories que tu as mangé toute la semaine, tu manges 3000 calories en un repas. En fait, tout le déficit calorique de l'ensemble de la semaine,
là, il a été inutile. Mais si tu me fais un McDo, tu vas pas manger 3000 calories en un McDo. Ou tu me fais un repas plaisir, tu vas pas manger 3000 calories sur un repas. Donc non, t'as pas niqué toute ta perte de poids. D'accord, donc c'est vraiment... ça se cumule, c'est-à-dire que par exemple le lundi, j'ai réduit 300 calories, le mardi, le mercredi, etc. En fait, le corps connaît pas 24 heures, il connaît pas l'heure. Oui. Il va connaître jour-nuit, ok, par rapport à la lune, etc. Mais une perte de poids, c'est sur du moyen-long terme. Donc ça va être sur du déficit calorique progressif. Mais donc on parle beaucoup de calories à la journée parce que c'est plus simple de calculer que sur un ensemble de semaines. Mais si on va faire sur un repas plaisir, imaginons tu fais un repas plaisir par semaine, là ce qui est intéressant c'est de se dire ok, ce repas, faut pas que j'aille péter les scores et manger 3000 calories parce que tu vas niquer tout le déficit calorique. Donc c'est une balance, c'est la balance énergétique tout simplement. Est-ce que tu préconises aussi un petit plaisir par jour ? En fait ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont avoir besoin d'un plaisir par jour, d'autres qui vont privilégier un repas plaisir. L'objectif c'est quand même de rester sur quelque chose de raisonnable et quotidien justement. Parce que je trouve que ce petit plaisir, ce petit truc qui permet de te réconforter, c'est intéressant de l'avoir. Par exemple, en fin de journée, sur les coups de 17-18 heures, tu rentres chez toi, le stress redescend, te faire un petit plaisir sucré ou salé, ça dépend. Ok. J'ai une question qui est revenue vraiment beaucoup de fois, celle-ci. C'est le marketing des draineurs, des brûle-graisse, des gélules perte de poids. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que c'est vraiment efficace ou est-ce que c'est du bullshit à 80%? Est-ce que tu as déjà essayé ? Je ne te répondrai pas à cette question. Oui, j'ai déjà essayé. Tu as dû avoir du résultat peut-être sur l'instant T et encore. Mais dès que tu as arrêté, est-ce que tu n'as pas tout repris ? En fait, pour moi, d'un point de vue personnel, c'est que le fait de prendre ces gélules-là, ça donne l'impression que tu peux te permettre de faire moins bien. C'est-à-dire que du coup, c'est pas grave, j'ai pris ça, ça peut me sauver telle chose. Donc je pense que c'est plus une question de discipline, ça te met un peu en dehors de ce côté très, justement, discipline, de faire attention au quotidien, etc. Moi, c'était plus cet aspect-là. Hein. Bon, ça sauve un peu les meubles, quoi. Ouais. Alors, sans parler de côté discipline, etc., c'est un peu la solution de facilité, comme tu disais. Par contre, moi, je reste persuadé que en termes de santé, c'est pas le mieux. Et que avec les bonnes méthodes, avec un équilibrage, juste un apprentissage même, j'ai envie de te dire, de manger les bonnes choses au bon moment, en se faisant plaisir, t'as pas besoin d'aller là-dedans. Et je trouve dommage de devoir dépendre d'une pilule magique, sachant qu'il n'y a pas de gélule magique, faut pas se voiler la face, pour se dire je vais perdre du poids. Ok. Si tu avais 3 grandes erreurs que les mamans font quand elles essaient de perdre du poids seules, qu'est-ce que tu dirais ? C'est quoi les 3 grandes erreurs que tu retrouves, erreurs techniques, que souvent les mamans font ? Être violent dans le déficit calorique. Du coup, manger trop peu. Pas assez de lipides. Ok. Oui, c'est des points qu'on avait abordés précédemment. Exactement. Donc ça, c'est quand même quelque chose de récurrent finalement. Exactement. Okay. Récurrent parce que c'est des informations qui ont circulé beaucoup et c'est des trucs qui restent quand même assez présents dans l'esprit des gens. Que le gras, donc les lipides, c'est mauvais. Ok. Tout à l'heure, on parlait aussi de régime, de perte de poids rapide et perte de poids durable. Là, c'est une question qui revient, qui est peut-être un peu différente. Je ne sais pas si tu vas aborder la réponse différemment, mais est-ce que tu peux expliquer la différence entre perdre 5 kilos en mode régime sec et 5 kilos en gardant du muscle ? En gardant du muscle,
on revient comme on pouvait éventuellement dire tout à l'heure, c'est est-ce qu'on perd la masse grasse ou on ne sait pas. L'objectif est quand même de garder suffisamment de masse musculaire et on peut même en gagner en déficit calorique. Ça, c'est un point où on fait pas forcément attention, on le sait pas forcément, mais même en déficit calorique, tu peux gagner de la masse musculaire. Donc, je pense que tout le monde va être d'accord ici pour dire qu'on veut pas perdre du muscle. Donc, là-dedans, c'est dans une bonne répartition des macronutriments. Donc, suffisamment de protéines, sachant que la protéine, c'est ce qui va apporter moins de calories et apporter le plus grand haut niveau de satiété. Donc, c'est pour ça que les protéines sont importantes en perte de poids. Et après, tu joues avec les glucides et les lipides à côté. Comme ça te permet de perdre la masse graisseuse tout en conservant, voire en gagnant de la masse musculaire. Ok. Tout à l'heure, on parlait aussi de sport. On parlait de sport, de faire une séance à la maison au poids du corps ou faire une séance en salle de sport avec des poids. Ou autre séance cardio. Là, j'ai une personne qui me demande, selon toi, est-ce qu'une séance de 20 minutes chez moi, avec mon propre poids de corps, est-ce que c'est vraiment efficace d'un point de vue scientifique et physiologique, ou est-ce que c'est vraiment pour se donner bonne conscience ? Non, c'est efficace. Après, tout dépend de ton objectif. Si tu veux vraiment aller sur de l'hypertrophie, je vais te dire, il va falloir mettre de la contrainte. Donc la contrainte, ça va être de la charge supplémentaire. Hypertrophie. Donc hypertrophie, c'est gain en volume musculaire. D'accord. Voilà. Après, si tu es là pour juste perdre du poids, améliorer tes conditions physiques, donc améliorer ton cardio, améliorer peut-être ton agilité, ton explosivité, ça va dépendre de l'intensité aussi que tu mets dans ta séance. Si tu es en mode tranquillou ou si tu te donnes un petit peu, oui, ça va être efficace. D'une, tu vas brûler pas mal de calories. Et de deux, tu vas travailler aussi ton cœur et donc ton explosivité également. Ok. Et justement, quand tu parles de... Tu dis ça dépend. Ça dépend aussi pas mal de choses, d'éléments peut-être extérieurs ou peut-être moraux. Quand on est fatigué, qu'on dort mal, qu'on est stressé, selon toi, qu'est-ce qui est mieux de faire ? Est-ce que forcer une séance ? Ou est-ce qu'il faut accepter de lever le pied pour ne pas stresser encore plus le corps ? J'ai l'accord de te répondre, ça dépend. Ah non, faut choisir un. Mais en fait, ça va dépendre de toi. Et c'est là où c'est important de se connaître et connaître son cœur. Des fois, moi personnellement, ça m'est arrivé, peut-être toi également. T'es fatigué, t'as pas forcément envie d'aller t'entraîner. Au final, t'y vas. Et en fait, ça te fait un bien de fou. Et tu ressors, t'es content d'y avoir été. T'es même plutôt fier. Et en plus du bien au niveau de ton corps, ça te fait du bien à la tête. Mais il y a des fois où t'es vraiment KO. Et là, c'est intéressant de se dire, bon, ce soir, je vais plutôt me reposer. Et je le ferai demain ou après-demain. C'est pas grave. Parce que ça évite de se blesser bêtement, déjà, tout simplement. Ok. Il me reste peu de questions. Je vais choisir celle-ci. Comment tu intègres la notion de progression dans ton programme ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'une maman ne stagne pas, mais continue d'évoluer sur plusieurs mois ? La progressivité du programme. C'est-à-dire, on va y aller de manière progressive au niveau de l'alimentation, au niveau du changement et de l'amélioration des habitudes alimentaires. On va y aller progressivement aussi au niveau du sport, en fonction du niveau de départ. Et du coup, ça, on voit tout plein de petites victoires au fil du temps. Et ça nous permet aussi, justement, d'optimiser et d'améliorer le plan en fonction de la réception du corps et de la personne. Ok. Et enfin, la dernière question. Si tu devais vulgariser ta méthode en quelques piliers techniques clairs pour une maman qui n'y connaît absolument rien. Quand je parle de piliers techniques, je vais aborder
notamment la nutrition, le mouvement, le mental, la récupération, tout ce qu'on a abordé là pendant ces questions-là. Qu'est-ce que tu pourrais décrire de façon claire et compréhensible? Alors pour moi, il y a 4 piliers. On va dire le mouvement, donc la partie sport. Et tout ce qui est dépenses caloriques, comme on a parlé du NEAT, le mouvement. Le deuxième pilier, ça va être l'alimentation plaisir. Parce que on a beaucoup parlé de régime sur les réseaux, tout ça. Pour moi, l'alimentation, ça doit pas être une contrainte, ça doit être un plaisir. On doit pouvoir prendre du plaisir en faisant attention. Attention, c'est-à-dire manger les bons aliments de la bonne manière et au bon moment. Donc là, on en est à 2. Le 3, ça va être, j'allais dire mindset, mais plutôt reprise de confiance en soi. Ok. Tout simplement, on va travailler la gestion des émotions, gestion du stress, le sommeil. On va travailler le discours interne. C'est plutôt que se parler de façon négative, on va essayer de se parler comme si tu parlais à ta meilleure copine. Souvent, on se parle d'une manière qu'on ne parlerait pas à sa meilleure copine. C'est vrai. Et le dernier pilier, ça va être le suivi et les bilans. Pourquoi c'est important? Et j'aurais pu même dire la communication entre la maman et moi. Ok. Parce que c'est la base. Si on communique pas suffisamment, si on n'est pas assez fluide, étant donné que c'est en distanciel, moi je peux pas savoir. Donc il faut que la personne puisse me dire ce qui va pas. Donc c'est pour ça que c'est important que je sois disponible 6 jours sur 7 pour répondre à n'importe quelle question. Généralement dans les 2 heures, la personne a sa réponse. Ok. Je préfère dire dans la demi-journée, parce que des fois on a tous des contraintes. Bien sûr. Mais j'essaye de répondre le plus rapidement possible. Et à travers le bilan hebdomadaire qui permet justement d'optimiser le programme et d'optimiser le plan. Très bien. Eh ben, écoute, les questions sont terminées. Est-ce que tu as quelque chose que tu souhaiterais rajouter auprès de ta communauté, des personnes qui nous regardent? Eh ben, si jamais vous avez d'autres questions, faut pas hésiter à m'envoyer un petit message sur Instagram. Je répondrai avec grand plaisir. Donc voilà. Et si vous souhaitez une deuxième FAQ, vous faites appel à moi et je lui poserai toutes les questions. Voilà, faudra pas hésiter. En tout cas, merci beaucoup à toi. Merci à toi. Merci d'avoir répondu à toutes les questions de ta communauté et de nous avoir éclairé sur certains sujets un peu comment dire, tendance en ce moment sur les réseaux. Ça marche. Ça fut un vrai plaisir. Merci à toi. Merci, au revoir.